Alors, parmi les questions qui reviennent et qui sont envoyées à WebScran, nous allons répondre à une qui est: est-ce que l'employeur peut interdire aux salariés des activités en dehors de leur temps de travail? Alors, pour ça, nous avons notre partenaire Fabrice Allégouët d'Osez vos droits. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Maître Alexis Desgremont, avocat au barreau de Marseille, qui vient en renfort pour expliquer la jurisprudence, à quoi on s'expose si on ne satisfait pas aux obligations légales. Alors, Fabrice, pour commencer, je vous repose cette question: est-ce que l'employeur peut interdire aux salariés des activités en dehors de son temps de travail? Alors dans l'absolu, non. Après, il y a quand même des restrictions qui sont posées par le Code du travail. On parle généralement de conditions particulières. La condition d'abord d'intérêt légitime, il faut que l'employeur puisse présumer que les intérêts légitimes de l'entreprise sont menacés. On parle également de tâches justifiées. Il faut que l'employeur puisse démontrer que ce que fait le salarié pour son compte est incompatible avec ce qu'il pourrait faire pour son propre compte aussi. Et puis surtout, une notion de proportionnalité. Il faut évidemment que tout ça soit orchestré par quelques mesures de réserve. Voilà. Donc non dans l'absolu. Après, il y a parfois des conditions qui ne permettraient pas ce cumul. Alors, maître, comment l'employeur d'un côté et le salarié de l'autre justifient l'un qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut en dehors de son temps de travail, et l'autre que ça ne nuit pas? Par exemple, l'excuse en disant: oui, mais si tu as cette tâche en plus, tu n'auras pas le temps de faire le travail pour l'entreprise. Est-ce que ça suffit pour s'y opposer? Ça ne suffit pas pour s'y opposer. Pour que l'employeur puisse vraiment imposer à son salarié une exclusivité, il faut que cette clause soit rédigée et signée dans le contrat de travail individuel. Si elle est dans des documents internes à l'entreprise comme le règlement intérieur ou des notes de service, c'est insuffisant pour l'opposer au salarié. Donc il faut que ce soit dans le contrat de travail. Absolument. Donc quand le contrat de travail stipule que le contrat de travail doit s'exercer avec une exclusivité, ça ne veut pas dire fatalement qu'on n'a pas le droit d'avoir une autre activité à côté. Ça veut dire simplement que c'est une exclusivité par rapport à l'activité de l'entreprise. Non, ça veut dire que c'est une exclusivité tout court. Ça veut dire que toute activité professionnelle supplémentaire est interdite aux salariés. L'exclusivité, elle est exclusive. Donc, relisez bien votre contrat de travail. Vous ne pouvez pas travailler en dehors de votre temps de travail si votre contrat de travail stipule que vous travaillez pour l'entreprise X avec exclusivité. C'est à l'exclusivité de toute autre toute autre activité professionnelle. Ceci dit, au salarié, au moment de son embauche, d'apprécier si cette contrainte qui lui est imposée et à laquelle il souscrit est légitime et correspond à la protection d'un intérêt légitime de l'entreprise, et éventuellement de négocier une contrepartie financière à cette contrainte à laquelle il souscrirait. Alors, peut-on être à la fois salarié et gérant ou travailleur indépendant? Alors oui, ça c'est quelque chose qui est assez courant. Alors, on pourrait même dire d'ailleurs, on peut être salarié et aussi auto-entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui cumulent ce type d'emploi et très souvent dans des métiers tout à fait opposés. Moi, j'ai le cas d'une formatrice, par exemple, qui travaille dans une grande entreprise et qui, sur son temps personnel, en dehors de cette contrainte de faire des formations, eh ben, fait des bijoux fantaisie et les vend sur son site internet. Donc, vous voyez, c'est tout à fait compatible. Alors, est-ce qu'il y a des limites à ça, à la gérance et au travail indépendant? Bah, la limite veut que si par exemple je suis formateur, je sais pas, je vais vous dire en droit du travail pour une entreprise, la limite serait que je ne sois pas directement en concurrence avec mon entreprise en étant par ailleurs en tant qu'auto-entrepreneur, formateur en droit du travail. Donc la limite, elle est de ne pas être concurrent à sa propre entreprise. On ne peut pas être auto-entrepreneur dans un domaine où on est déjà salarié. Alors, à quoi on s'expose si on viole ce règlement? Eh bien, malheureusement, on s'expose à un licenciement qui peut aller jusqu'à la faute grave. Il y a des arrêts de jurisprudence qui, même en l'absence de clause d'exclusivité dans le contrat de travail, ont validé le licenciement pour faute grave de salariés qui avaient soit travaillé directement chez un concurrent, soit approché et fait une simple formation chez un concurrent.
Alors, est-ce que ceci s'applique dans ma famille, j'ai quelqu'un qui travaille chez le concurrent de mon employeur? Est-ce que ceci peut me porter préjudice? Non, parce que le contrat de travail n'a d'effet qu'entre vous et votre employeur et ne concerne pas vos conjoints. Le fondement des sanctions est soit l'existence d'une clause qui a été violée, soit, à défaut de clause, l'obligation pour le salarié d'exécuter avec le maximum de loyauté son contrat de travail. Cette loyauté ne s'impose qu'à vous et pas à votre conjoint. Donc, si l'employeur procède quand même à un licenciement pour faute, à quoi il s'expose? Il s'expose à ce que le licenciement soit déclaré abusif, dénué de cause réelle et sérieuse par les juridictions du fond, conseil de prud'homme et cour d'appel. Et donc, il s'expose à des dommages et intérêts qui, malheureusement, sont désormais plafonnés par les barèmes Macron. C'est ça, c'est là, je crois, le problème qui peut ne pas refroidir suffisamment un employeur pour se débarrasser de salariés quand il a oublié de le mettre dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Est-ce que l'employeur peut demander une attestation écrite certifiant que le salarié respecte bien la durée maximale du travail? Alors oui, alors juste, c'est en lien aussi avec le fait qu'un salarié, en général, doit respecter lui-même les durées maximales du travail. On pense souvent d'ailleurs à ces durées pour l'employeur, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'un salarié doit aussi se prendre en charge correctement. Alors les durées maximales, on les répète, hein, c'est 10 heures par jour, ça peut être 48 heures par semaine ou 44 heures si la durée excédentaire s'étalonne par exemple sur 12 semaines consécutives. Bon, en tout cas, il faudrait aussi rappeler que le but, c'est pas de travailler à plus soif et de se mettre en danger aussi du point de vue de sa propre santé, de sa propre sécurité. Travailler d'arrache-pied, parfois, ça produit quand même des risques psychosociaux importants. Donc, pour vous répondre, effectivement, un salarié, malheureusement, doit faire la preuve qu'en cumulant ses emplois, il ne se soustrait pas aux règles de durée maximale du travail. Alors là, comment on peut vérifier qu'il dépasse? Comment peut-il se faire attraper puisqu'il ne respecte pas la durée maximale du travail? Et qu'est-ce qu'il risque? Le salarié lui-même. Le salarié lui-même. Pas grand-chose. Oui, en effet, l'inspection du travail ne va pas taper sur un salarié. En revanche, l'employeur pourrait, un de ses employeurs, s'il en a plusieurs, pourrait le sanctionner. Mais à l'employeur, lorsqu'il embauche, de poser la question: avez-vous déjà un autre contrat de travail à temps partiel, voire même à temps plein? Le but de ma question n'est pas d'encourager les gens à travailler 35 heures par jour, au lieu de 35 heures par semaine, mais de leur dire que finalement, s'ils dépassent un peu la durée légale du travail, il n'y a pas beaucoup de moyens qui soient détectés. Je veux dire, même vacciné, on n'est pas tout efficace. Le risque, encore une fois, c'est d'être épuisé. Oui. Et si votre employeur vous demande mais comment se fait-il que vous êtes épuisé alors que je travaille à faire en sorte que votre charge de travail soit supportable, que vos objectifs soient atteignables, que le cadre vous soit agréable, il faudra bien que le salarié sorte l'information par laquelle il a d'autres emplois ou il a d'autres occupations. Le contrôle de l'activité du salarié est toujours un problème, même dans l'entreprise, puisqu'on doit aussi respecter des principes de la vie privée. Néanmoins, on voit si les gens sont bien ou pas bien. Le risque, au fond, s'il n'est pas administratif, il est que ça ait des répercussions sur votre productivité dans un de vos deux contrats de travail et qu'il vous fasse perdre un de vos deux contrats de travail, finalement, puisque vous ne serez plus efficace et vous ne serez plus productif et vous ne répondrez plus aux critères et aux objectifs qu'un de vos contrats de travail vous impose. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Effectivement. Et là, l'un des employeurs pourrait licencier le salarié pour insuffisance professionnelle dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail. On sait que le licenciement pour insuffisance professionnelle est extrêmement glissant. C'est une planche glissante pour les employeurs. C'est un licenciement dangereux car il faut apporter la preuve objective de cette insuffisance. Il est bien entendu inenvisageable que les juges se réfèrent uniquement à une appréciation subjective de l'employeur. C'est là qu'il faut aiguiser vos tableurs Excel pour montrer bien votre productivité, vos chiffres, etc. et ne perdre
aucun argument qui, au tribunal, peuvent vous faire éviter de perdre un de vos 2 contrats de travail, ou au contraire peut-être de vous mettre un peu en vacances aussi, parce que vous risqueriez d'en avoir besoin à travailler autant. Et je crois que là, il y a un dernier conseil pour les salariés. Oui. C'est un sujet, l'insuffisance professionnelle, que j'aborde souvent en formation. Alors, non seulement parce que je dis souvent que c'est un non-sujet, dans la mesure où l'employeur doit adapter le salarié à ses contraintes et à ses conditions de travail. Et lorsqu'il y a évolution des objectifs, transformation des modes de collaboration, il y a nécessairement formation et accompagnement. Mais comme il y a souvent défaut et de formation et d'accompagnement, dire après que la personne n'atteigne pas ses objectifs, c'est un euphémisme. Alors, le dernier conseil, Fabrice, que vous vouliez prodiguer à nos salariés. Je crois qu'on a déjà tout dit, mais on va les rappeler parce que c'est important d'être précis. D'abord, c'est de rappeler qu'on est tenu par une clause de loyauté, ça c'est important en général, qu'il peut y avoir dans le contrat de travail cette fameuse clause d'exclusivité qui rend évidemment impossible du coup à ce moment-là le cumul avec tout autre emploi. Il peut y avoir également donc à rappeler ces durées maximales du travail. Alors, très souvent, les cumuls se font moins par le biais de 2 contrats de travail, mais plus par le biais d'un statut indépendant, de gérant, d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise, etc., qui fait que ça rend difficile aussi le contrôle de l'activité. Donc, chacun doit être raisonnable. Et puis surtout, préservez-vous. On ne perd pas sa vie à la gagner. On ne perd pas sa vie à la gagner. Très bonne remarque. C'est pas de moi. Merci à tous les deux. Merci. Merci.